14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'émission. Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Bonjour Fanny et bienvenue à tous. À la une, la France va envoyer plus d'armes à l'Ukraine. C'est la promesse d'Emmanuel Macron au président Volodymyr Zelensky. Le coup de fil vient d'avoir lieu entre les deux chefs d'État. Appui militaire renforcé et aide humanitaire. Les précisions d'Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV dans un instant. L'offensive russe dans le Donbass ne progresse pas aussi vite que prévu. Confronté à la résistance ukrainienne, c'est ce qu'affirme le Pentagone. Faux rétorque Moscou, qui revendique lui-même quelques victoires tactiques et martèle que tout se passe comme convenu. Décryptage dans ce journal, notamment avec le général Paloméros. La guerre qui n'arrange rien à la hausse des prix, inflation record au mois d'avril, 4,8%. Ce niveau n'a pas été atteint depuis 1985. Flambée des prix de l'énergie, de l'alimentation. Le SMIC va augmenter demain d'une trentaine d'euros. La difficile stratégie du zéro Covid en Chine. Après le confinement difficile à vivre pour les habitants de Shanghai, les mesures se durcissent désormais à Pékin, où l'épidémie liée au variant Omicron reprend. Reportage à suivre dans cette édition. C'est donc le premier coup de fil à Kiev depuis sa réélection. Emmanuel Macron a appelé Volodymyr Zelensky à la mi-journée. Bonjour Anne-Sora Dubois. Bonjour. Le chef d'État lui a notamment fait une promesse: livrer plus d'armes à l'Ukraine. Oui, c'est aussi la promesse d'un président réélu à Volodymyr Zelensky. En clair, on ne change rien et même on renforce côté français l'aide militaire et l'aide humanitaire qui est apportée à l'Ukraine. En effet, une conversation d'1 heure entre les deux dirigeants. Alors, il y a eu quand même un tout petit échange, un premier. Le lendemain du second tour de l'élection présidentielle, Volodymyr Zelensky avait appelé Emmanuel Macron pour le féliciter de sa réélection. Deuxième appel donc beaucoup plus long, qui a duré un tout petit peu plus d'1 heure. Et au cours de cet appel, effectivement, Emmanuel Macron a redit à Volodymyr Zelensky qu'il allait renforcer l'appui militaire et l'appui humanitaire que la France apporte à l'Ukraine depuis désormais plusieurs mois. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs remercié la France pour son envoi d'armes d'envergure. C'est ce que nous relaye l'Élysée dans les éléments qui ressortent de cette conversation entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. En aide humanitaire, un petit bilan entre les deux chefs d'État. À cette heure, la France a apporté 615 tonnes d'équipements, du matériel médical, des groupes électrogènes à l'alimentaire, aide pour hébergement, véhicules d'urgence. Il n'y a pas de précision concernant les armes qui sont envoyées par la France en Ukraine. On sait que là-dessus, il y a toujours un petit peu de rétention d'informations. Alors, pour des raisons diplomatiques, mais aussi avec des velléités d'apaisement. On essaye de ne jamais trop détailler ce que la France envoie à l'Ukraine, mais donc des armes d'envergure vraisemblablement. Et cet envoi d'armes va se renforcer donc dans les semaines, dans les mois qui viennent. Un dernier point aussi sur les différents volets qui ont été abordés entre les deux chefs d'État, la poursuite aussi de l'aide que la France apporte à l'Ukraine en termes d'enquête sur les possibles crimes de guerre en Ukraine. Vous savez qu'en Ukraine, il y a des gendarmes, mais aussi des magistrats français. Emmanuel Macron a promis à nouveau à Volodymyr Zelensky que non seulement ceux qui sont sur place resteraient, mais qu'il pourrait y avoir aussi dans les semaines, dans les mois qui viennent, des envois d'autres spécialistes français donc sur le terrain ukrainien pour aller enquêter sur ces possibles crimes de guerre, notamment à la suite de ce qui s'est passé à Boutcha. Anne, qu'est-ce que ça veut dire de l'influence française sur ce dossier, ce nouveau coup de fil entre le président français et son homologue ukrainien? Ça nous dit déjà qu'au début de ce second quinquennat, Emmanuel Macron se concentre beaucoup sur le dossier ukrainien, comme il l'a fait à la fin du mandat précédent. Ça dit aussi que dans la façon dont les choses sont relayées, il y a une forme d'impasse d'une certaine façon. En tout cas, les choses sont de plus en plus difficiles dans le dialogue, notamment avec Vladimir Poutine. Le dernier appel entre les deux chefs d'État, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, date du 29 mars. Donc ça fait 1 mois qu'ils ne se sont pas parlé, et on sait notamment que dans les discussions qu'il y a depuis plusieurs mois entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron se fait régulièrement l'émissaire un peu entre les deux chefs d'État. Et là, c'est plus difficile évidemment, puisqu'il ne peut pas relayer les doléances de Volodymyr Zelensky à Vladimir Poutine, puisqu'ils ne se sont pas parlé depuis 1 mois. Il y a toujours quand même des contacts entre les différents cabinets évidemment, mais pas de contact direct donc entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et puis ça nous dit également que du coup, Emmanuel Macron a peut-être moins d'appui direct vis-à-vis de Vladimir Poutine pour relayer les efforts de la communauté internationale pour essayer de faire stopper cette guerre. À nouveau des mots assez durs dans la bouche d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, une situation notamment insupportable à Mariupol. Merci Anne-Sora Dubois. Et le général Jean-Paul Paloméros est avec nous cet après-midi. Bonjour à vous et merci d'être en ligne avec nous.
armes d'envergure. Est-ce qu'on peut savoir de quelles armes on parle, quelles armes la France va fournir à l'Ukraine ? Je crois que quand on parle d'envergure, ça veut dire que ce sont des armes qui ont une portée, si vous voulez, sur le terrain. Et on pense en particulier au canon César. Ça a été publié. On sait qu'on va fournir ces armements-là à l'Ukraine. On a entraîné des personnels ukrainiens. C'est des armements qui permettent de frapper à distance, à grande distance. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui aux Ukrainiens, si vous voulez. Sachant que les Russes ont pour eux cette artillerie de longue distance. Ils ont leur armée de l'air qui peut frapper aussi avec des missiles de croisière. Donc il faut donner aux Ukrainiens tout simplement les armes qu'ils méritent, les armes dont ils ont besoin, et ces armements en font partie. Mais il y a aussi tous les armements anti-chars, les armements anti-aériens. Il faut continuer à alimenter les Ukrainiens pour qu'ils puissent résister à cette pression, en particulier dans le Donbass. Alors on a évidemment Emmanuel Macron qui a été réélu il y a 6 jours. Désormais, il choisit de s'adresser à Volodymyr Zelensky, mais plus à Vladimir Poutine. Est-ce qu'il faut y voir un changement de stratégie pour ce second mandat présidentiel ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a un blocage russe avec quand même des mots très forts qui ont été prononcés à la fois par Vladimir Poutine d'un côté et Sergueï Lavrov sur l'emploi d'armements. Alors, on pense au nucléaire, on pense à une escalade. Donc ça, évidemment, ce n'est pas très propice aux négociations. Et puis, les négociations, il faut qu'elles soient établies sur des bases largement, je dirais, consensuelles. Aujourd'hui, elles n'existent pas, ces bases. Donc, on ne voit pas l'intérêt et surtout la portée de négociations. Maintenant, maintenir le lien, ça semble quand même toujours utile. J'imagine qu'Emmanuel Macron, dans son nouveau mandat, et aussi à la tête de la présidence française de l'UE, va essayer de relancer cette discussion. Et pour l'instant, le Kremlin est fermé parce que le Kremlin n'atteint pas ses objectifs de guerre. Et tant qu'il n'aura pas atteint au moins en partie ses objectifs de guerre, il n'ouvrira certainement pas la voie aux négociations, contrairement évidemment à ce qu'il dit aujourd'hui. Alors justement, Général Paloméros, restez avec nous. On va aller voir quelle est la situation sur le front. Et vous le disiez, Moscou n'atteint pas ses objectifs et l'Ukraine revendique même des succès tactiques. 14 attaques ennemies ont été repoussées ces dernières heures dans le Donbass. Voilà ce qu'affirme le gouvernement ukrainien, alors que l'Est est toujours pilonné par l'artillerie russe. La résistance semble ralentir la progression de l'armée de Vladimir Poutine. Camilla Giudice. Ils vivent privés de communication, d'eau et d'électricité. Les habitants de Kharkiv qui n'ont pas fui la ville subissent le feu incessant des soldats russes. Hier soir, ils nous ont bombardés très fort. On a tous couru se réfugier dans le bâtiment. Les bombardements éventrent maisons et immeubles d'habitation. D'après les combattants ukrainiens, ce sont surtout des quartiers résidentiels qui sont visés. Les Russes tirent des missiles et de l'artillerie. Parfois, ce sont les tanks qui tirent. Ils utilisent toutes les munitions contre des zones d'habitation. Ils se fichent de savoir ce qu'ils visent. Et c'est impossible d'anticiper où ils vont tirer. Mais dans la région de Kharkiv, comme partout dans l'est de l'Ukraine, les soldats russes peinent à gagner du terrain, avançant lentement et de façon inégale selon le Pentagone. Ce que confirme le président ukrainien. La situation dans la région de Kharkiv est difficile. Mais nos troupes et nos services de renseignement remportent des succès tactiques importants. Face à des Russes qui patinent, les soldats ukrainiens creusent des tranchées, s'installent et attendent l'envahisseur, comme ici à Liman. En ville, des bus évacuent les habitants qui souhaitent partir. Les civils redoutent une percée des colonnes russes jusque dans leurs rues. Nous espérions que nous ne serions pas bombardés, que tout serait résolu de manière pacifique. Mais les choses sont comme elles sont. Des bombes ont commencé à tomber près de chez nous. Nous étions au sous-sol et nous ne pouvions pas continuer ainsi. Nous vivions pratiquement dans le sous-sol. L'armée du Kremlin s'efforce via la propagande de montrer qu'elle occupe le terrain, comme sur ces images. Impossible de savoir où elles ont été tournées ou ce qui est ciblé. La Russie qui avance également avoir réalisé des faits d'armes impressionnants ces derniers jours. Nos unités d'artillerie ont réussi 975 tirs cette nuit. En résultat de ces frappes, plus de 280 nationalistes et 38 véhicules blindés et automobiles ont été détruits. Plus au sud de la ligne de front, les Russes occupent dorénavant Mariupol. Ils contrôlent son port, qui donne accès à la mer d'Azov. Mais l'usine Azovstal, bastion de la résistance ukrainienne, tient toujours.
Une centaine de civils et des militaires sont retranchés dans les souterrains de ce gigantesque complexe métallurgique que les Russes ciblent sans arrêt. Pourquoi sommes-nous seuls contre les avions et les navires et contre l'artillerie qui n'arrête pas de tirer depuis 64 ans? Ce n'est pas une erreur, car à Mariupol, un jour compte pour une année. Une résistance mise en scène par les combattants au sein de l'usine qui, sur ces images, chantent l'hymne national ukrainien. Général Paloméros, merci d'être resté avec nous. Alors, du côté des États-Unis, on annonce que les Russes ralentissent leur offensive sur le Donbass, qu'ils progressent moins vite que prévu, ce que conteste évidemment la Russie. Mais on l'a vu avec la France qui apporte de nouvelles armes, les États-Unis qui, il y a encore quelques jours, annoncé 20 milliards de dollars d'envoi d'aide à l'Ukraine, d'aide militaire. Est-ce que c'est ça qui fait la différence dans ce conflit et qui crée les difficultés que rencontre la Russie actuellement ? Non, je pense que la Russie crée elle-même ses difficultés, c'est-à-dire l'erreur stratégique initiale et la surestimation des capacités de l'armée russe a conduit M. Poutine et ses stratèges à une impasse. Donc ils ont été obligés de recomposer à la fois leurs objectifs stratégiques, mais aussi les moyens de cette stratégie. Or, ça ne marche pas très bien, parce que quand vous avez une armée qui n'a pas vraiment le moral, qui a des capacités qui sont, disons, amoindries par des problèmes de logistique, tout ça, même si le Donbass, évidemment, c'est plus près de la Russie que Kiev et a fortiori que l'ouest de l'Ukraine. Mais tout ça, si vous voulez, ça ne remonte pas le moral des forces russes. Et les petites victoires qu'ils peuvent avoir sur le terrain, on a plutôt le sentiment que c'est le fait des Ukrainiens qui décident eux-mêmes de là où ils veulent mener le combat. Et ça, c'est un avantage pour eux. Ils connaissent évidemment très bien le terrain. Et là où ils veulent vraiment arrêter les Russes, et quitte à les laisser un petit peu avancer pour mieux les piéger. Il y a aussi des questions de météorologie. Les Russes ne sont pas très à l'aise avec des météoros, avec la pluie et tout ça. Donc tout ça est lié, mais ce qu'on ne voit pas se traduire, c'est une amélioration sensible, fort heureusement d'ailleurs, de l'efficacité de l'armée russe dans cette nouvelle stratégie. Merci beaucoup, merci Général Paloméros de nous avoir éclairé cet après-midi sur BFM TV. Dans le Donbass, on en parlait, les bombardements russes sont incessants. Exemple, près de Donetsk, à Liman, les soldats ukrainiens se préparent à une phase active de combat. Les habitants fuient la ville. Adrien Portron. Le cœur serré, Pavlo fait un dernier geste en direction de sa femme. Un au revoir, alors qu'il vient de la laisser monter dans ce bus d'évacuation qui quitte la ville de Liman. Ma femme est restée avec moi jusqu'à la dernière minute. Nous espérions que nous ne serions pas bombardés ici, que tout serait résolu de manière pacifique. Mais les choses sont comme elles sont. Une inexorable fuite pour de nombreux habitants de cette localité du Donbass. Sur ces images, un policier vient chercher cette riveraine qui a décidé elle aussi de quitter sa maison. Car à mesure que les jours passent, l'horizon s'assombrit. La ville est prise pour cible par l'armée russe et n'échappe pas au bombardement. Je suis inquiète pour ma vie. Je ne veux pas être tuée à cause d'un bombardement ou par une action militaire. Car c'est bien l'autre crainte de ces Ukrainiens, les bruits de bottes des soldats russes qui se font de plus en plus retentissants. La ville pourrait devenir dans les prochains jours un champ de bataille. La situation est très difficile. La guerre se déroule sur toutes les frontières du district de Liman. Notre tâche la plus importante est d'éviter une catastrophe humanitaire. Pour le moment, nous assurons l'évacuation de civils. À la sortie de la ville, dans ces tranchées, ces soldats ukrainiens ont les yeux rivés vers l'ennemi. Ils guettent dans l'attente des premiers combats. Les mots à présent des autorités américaines. Le porte-parole du Pentagone, le ministère de la Défense américain, accuse Vladimir Poutine de dépravation, de cruauté. Il s'est exprimé la nuit dernière, notamment sur les exactions et sur les crimes de guerre dont les troupes russes sont accusées. Et vous allez le voir, il a été totalement submergé par l'émotion, une image très inhabituelle de ce visage des autorités américaines, plutôt connu pour sa maîtrise face aux caméras. C'est difficile de regarder les... Désolé. C'est difficile de regarder certaines des images et d'imaginer qu'un leader qui aurait toute sa tête, mature et sérieux, pourrait faire ça. Voilà,
l'émotion à Washington. Après les horreurs commises à Boutcha et les macabres découvertes qui avaient suivi le retrait russe, la chasse aux bourreaux a commencé et les enquêteurs ukrainiens avancent. 10 soldats ont été mis en examen. Ce sont les premiers et 8000 cas d'exaction ont été recensés depuis le début de la guerre. Les survivants continuent de raconter l'horreur qu'ils ont vécue. Emmanuel Binet. Au milieu des ruines, des rations militaires, un manuel de combat et au sol, ce qui semble être du sang. Partout, des traces de l'occupation russe car la maison de Vitali a été réquisitionnée pour détenir des prisonniers. Ils étaient encapuchonnés avec des sacs sur la tête, des sacs de sucre blanc. Leurs bras étaient attachés et ils devaient se tenir sur leurs genoux. Il y avait aussi 3 soldats russes qui portaient des fusils automatiques. Au moins 7 personnes sont interrogées et torturées. Dans leur pavillon de 2 étages, Vitali et sa fille de 20 ans ont eux aussi été retenus captifs, enfermés dans la cave. Même quand nous ne tremblions pas à cause du froid, je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. J'étais allongé et j'entendais tout ce que les Russes faisaient aux prisonniers. Témoigner pour raconter l'horreur qui s'est déroulée à Boutcha. Après le retrait des soldats russes, les troupes ukrainiennes découvrent des dizaines de corps. Certains ont les mains liées dans le dos. Cet homme, lui, a été fauché sur son vélo. Depuis son grenier, Victor a assisté aux exécutions et a photographié les corps pour récolter des preuves. Ce sera utile. Les enfants, les petits-enfants pourront voir ce qui s'est passé ici avec ces saletés de Russes. Ils ont déjà vu. Je pense qu'ils s'en souviendront pendant des centaines d'années. C'est une horreur. Un cauchemar, tout simplement un cauchemar. Jeudi dernier, le procureur général d'Ukraine a annoncé la mise en examen de 10 soldats russes pour des crimes présumés à Boutcha. Nous reviendrons évidemment sur l'actualité en Ukraine dans notre journal de 14h30. On en vient à présent à ce qui nous concerne en France. Ce sujet qui sans doute va alimenter les manifestations prévues demain pour le 1er mai. La hausse des prix. Regardez, l'inflation atteint des sommets, 4,8% supplémentaires pour cette année. C'est du jamais vu depuis 37 ans. Emmanuel Binet. Chez Monique et Patricia, les courses se font en famille avec une seule règle, ne pas dépasser le budget. Alors pour dépenser le moins possible, chacune a sa technique. Je vérifie sur place le prix du kilo, le prix du litre avant d'acheter quoi que ce soit. Et quand il y a des promos par lot, je vérifie parce que souvent de fois à la pièce c'est moins cher. Avec 2 enfants à charge, Patricia, elle, a dû changer ses habitudes et délaisser certains produits. On achète des marques moins chères, souvent les marques du magasin ou voire même les sous-marques pour arriver à sortir en caisse avec... pas un montant de folie, quoi. Depuis le début de l'année, l'inflation a bondi de 4,8% selon l'INSEE. Matières premières, alimentation ou encore hygiène, la liste des produits concernés est longue. C'est terrible sur l'huile, sur le beurre, sur la farine. La viande, voilà, les fruits surtout, les légumes. Franchement, c'est abusé, quoi. Pour alléger le ticket de caisse, certains consommateurs traquent les promotions, cumulent les points de fidélité et délaissent les supermarchés classiques au profit des enseignes à bas prix. Je regarde toutes les promotions toutes les semaines et après c'est beaucoup du hard discount, Lidl, Aldi, surtout ça. Et vraiment après ce qui manque, je vais Intermarché, Leclerc, dans les plus grands, quoi. Mais sinon c'est surtout du hard discount. Les produits alimentaires ne sont pas les seuls concernés par cette augmentation. Après une légère accalmie, les prix des carburants repartent à la hausse depuis 2 semaines. Et pour décrypter cette inflation record, l'économiste Pascal Delima est en ligne avec nous. Bonjour à vous, bienvenue sur BFM TV. Inflation record, les prix de l'énergie, l'alimentation. Ce matin, le patron du MEDEF prévient que cette situation va durer. Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Qu'on n'est qu'au début? Alors, beaucoup de décalage, semble-t-il, avec Pascal Delima qu'on essaiera de retrouver un peu plus tard. On va en venir à présent à cette situation en Chine. Vous le savez, le Covid est revenu au premier plan après le confinement qui a touché d'abord Shanghai. Désormais, Pékin durcit ses mesures. En pleine semaine de vacances liées à la fête du travail, les Chinois font face avec Omicron à la pire flambée du virus depuis 2020. Il faudra donc désormais un test négatif, par exemple, pour aller dans les transports ou dans les lieux publics. Clément Gauvin. Des files d'attente qui s'étendent sur des centaines de mètres pour se faire dépister.
Au pied des immeubles d'affaires, dans les voitures ou dans les quartiers résidentiels, les mêmes scènes se répètent dans les rues de Pékin, où un dépistage massif est organisé pour faire face à une nouvelle flambée inédite des cas de Covid-19. Je pense que la population est la chose la plus importante. Notre ville était autrefois surpeuplée. Maintenant, elle est vide. On ne peut s'empêcher de se demander comment les gens parviennent à survivre. Car après Shanghai, la ville de Pékin voit elle aussi ses mesures sanitaires renforcées. À partir du 5 mai, tous les habitants souhaitant se rendre dans de nombreux lieux publics et souhaitant prendre les transports en commun devront être munis d'un test négatif. Mais pour l'instant, certains quartiers de la capitale chinoise vivent au ralenti, confinés derrière ces parois en métal, avec l'interdiction d'en sortir. Je suis venue de Shanghai l'année dernière où j'ai travaillé pendant 5 ans. J'aimais bien la ville, mais c'est assez choquant ce qui s'est passé là-bas et je ne pensais pas qu'il en serait de même pour Pékin. Des confinements très stricts qui paralysent une partie de l'économie chinoise, obligeant les autorités du pays à autoriser des centaines d'entreprises à reprendre rapidement leurs activités. Et on en revient à notre actualité française sur l'inflation. Et donc ce chiffre, plus 4,8% sur un an, publié par l'INSEE en ce mois d'avril. Pascal Delima, merci d'être avec nous. On a retrouvé la connexion. On parlait de cette inflation record depuis 1985, il faut le rappeler. Et cette déclaration du président du MEDEF qui annonce que cela pourrait durer quand on n'en est qu'au début. Selon vous, vous êtes d'accord ? Ah, tout à fait d'accord, parce que d'abord, il y a une guerre en Ukraine et la continuité des tensions sur les prix de l'énergie. À la limite, même si la guerre s'arrêtait, il y aurait de toute façon encore des tensions, parce que beaucoup de pays occidentaux sont toujours dépendants de la Russie sur l'énergie. Donc, et puis, il y a la reconfiguration des blocs de l'Est et de l'Ouest qui va se faire. Donc, tout ça, ça va prendre du temps. Donc, au moins sur la partie énergie et d'ailleurs même produits alimentaires, on risque de se retrouver encore avec des périodes d'inflation. Ça, c'est pour les raisons internationales. On a aussi, nous, en France, des problèmes qui sont franco-français, qui viennent encore alimenter les choses, qui sont l'inflation importée liée au déficit extérieur extrêmement important, les difficultés de recrutement et la spirale de hausse des salaires qui joue aussi. Bref, tout cela fait que ça risque de durer encore un petit peu. Le SMIC va augmenter demain, augmentation mécanique justement liée à l'inflation, plus 2,65%. C'est 33 € net de plus par mois pour 2 millions de salariés. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour compenser cette hausse des prix? Et surtout, qu'en est-il des autres salariés, ceux qui gagnent un peu plus que le SMIC? Écoutez, de toute façon, ce sont toujours des mesures de court terme qui sont très utiles. On l'a vu pour le chèque inflation, les chèques énergie, les blocages des prix, les encadrements également de prix sont des situations qui permettent d'alléger à court terme. Mais ma conviction personnelle, si on me le demande, c'est que de toute façon, tant qu'on n'engage pas à très long terme la politique publique sur la transition écologique et énergétique qui est bénéfique pour les entreprises et pour les salariés, pour se reprojeter, augmenter les salaires et aller vers une économie plus viable, environnementale, etc. Tant qu'on ne fait pas ça, les prix vont continuer, si vous voulez, à augmenter. On va toujours avoir des politiques un petit peu de pansement et pas un engagement dans la durée vers des prix beaucoup plus bas et vers une économie beaucoup plus saine. C'est une conviction personnelle. Donc oui, c'est positif à court terme, mais on n'aura pas résolu le problème structurel, si vous voulez. Merci beaucoup Pascal Delima de nous avoir apporté vos éclairages cet après-midi sur cette question de l'inflation en France. On en reparlera également dans notre journal dans un instant. Nous parlerons également surtout de cette situation en Ukraine, notamment dans le cadre de cet échange téléphonique. La France qui va envoyer plus d'armes d'envergure à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré au téléphone Emmanuel Macron lorsqu'il a eu Volodymyr Zelensky. On parle du contenu de leur échange dans quelques minutes. À tout de suite. Je fais des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler,
je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. Ça capte. Vous allez redécouvrir votre maison. Nouvelle B-Box Fibre avec Wi-Fi 6E, le meilleur des Wi-Fi partout chez vous. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Qui n'a jamais eu peur de se faire cambrioler pendant les vacances? Ça, c'est les Lambert. Là, ils partent en vacances. Laisser sa maison seule, c'est jamais facile, même pour quelques jours. Mais ils savent qu'avec leur alarme Vérissure, des experts interviennent 24 heures sur 24 en moins de 60 secondes en cas de cambriolage. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Du coup, je le mets où celui-là? Téléphone. Direct Assurance, bonjour. Oui, j'ai souscrit sur votre site hier soir. Résultat, mon appart est déjà assuré. Bravo. On m'avait dit que vous étiez super. Et ben vous savez quoi? Vous êtes les meilleurs. Le seul risque avec une assurance qui assure dès le lendemain, c'est que vous l'aimiez. Après toutes mes vacances galères, j'ai décidé de la jouer. Au calme, en électrique. Le groupe EDF installe 6000 nouvelles bornes de recharge par mois pour vous aider à rouler en électrique. J'ai pris pratiquement plus de 40 kilos en 3 ans. J'en suis arrivée à peser 125 kilos. Et j'ai réagi en appelant le service client comme j'aime. Et voilà, 57 kilos en moins. Je me suis vue faire des choses que je ne faisais plus, c'est-à-dire du sport, du tennis de table, que j'ai repris 30 ans après, du cardio latino, de la Zumba. Alors vous aussi, testez la première semaine et payez plus tard, uniquement si vous êtes satisfait. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Showroom Privé présente. Les enfants c'est mignon, oui mais ça coûte bonbon. On veut tout ce qui soit beau, qui mange bien, qui mange bio. Leur acheter ce qu'il y a de mieux. Mais sans se ruiner, c'est encore mieux. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques. Showroomprivé.com. Qui peut concurrencer MAF Pro? Pour protéger notre famille comme notre commerce, nous qui sommes pros, On préfère MAF Pro. 800 000 clients professionnels font confiance à la MAF. c'est rassurant. Je préfère la MAF. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Votre programme avec Visite Corsica. Tourisme d'affaires, l'autre tourisme de la Corse. J'ai d'excellentes nouvelles pour commencer pour les vacanciers de la zone C. Paris, Toulouse, Montpellier qui jouent les prolongations la semaine prochaine. Une semaine à nouveau assez belle, printanière, avec de belles éclaircies et des températures qui vont souvent s'approcher des 20 degrés dans l'après-midi. Il y a cet anticyclone toujours aussi puissant à plus de 1030 hectopascales en direction des îles britanniques. À l'arrière, il y a tout de même cette goutte froide qui va peu à peu se faufiler. Elle va nous apporter quelques passages nuageux supplémentaires pour ce dimanche en matinée. Principalement débordements en descendant vers le bassin parisien, le Limousin, on aura un ciel chargé, des brumes, des brouillards assez nombreux au sud de la Garonne. Peu à peu, ça va se morceler tout de même dans l'après-midi. En revanche, en liaison avec cette fameuse goutte froide, on va retrouver quelques ondées près des côtes de la Manche en seconde partie de journée. Pas mal de nuages dans le Grand Est, un temps beaucoup plus lumineux, parfois instable en allant vers les reliefs du sud. Les températures sont un peu justes au nord, en matinée notamment, ce sera un peu frais pour les vendeurs de muguet. 3 degrés du côté de Reims, mais 15 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, ce seront des températures de saison globalement. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France.
C'était votre programme avec Visite Corsica. Tourisme d'affaires, l'autre tourisme de la Corse. 14h30, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à la ligne de l'actualité, la France qui a donc décidé d'envoyer plus d'armes d'envergure à l'Ukraine. C'est la promesse qui a été faite par Emmanuel Macron au président Volodymyr Zelensky lors de leur entretien téléphonique à la mi-journée aujourd'hui. Un appui renforcé en armes de défense et en aide humanitaire. On en parle dans un instant avec Anne-Sora Dubois du service politique. L'offensive russe dans le Donbass ne progresse pas aussi vite que prévu, ralentie par la résistance ukrainienne. Kiev revendique même plusieurs succès tactiques et affirme avoir détruit 1 millier de chars russes depuis le début de la guerre. À Moscou, le Kremlin martèle que tout continue de se passer comme convenu. Énergie, alimentation, plus 4,8%. C'est l'évolution de l'inflation annoncée aujourd'hui par l'INSEE sur un an. La plus forte hausse du prix depuis 37 ans. Les prix qui augmentent alors que démarre le second mandat d'Emmanuel Macron et que près de 250 manifestations auront lieu demain à l'occasion du 1er mai sur fond de contestation sociale. Et puis la Chine face à Omicron après Shanghai, c'est maintenant Pékin qui durcit les restrictions en pleine semaine de vacances liées à la fête du travail. Et face à la pire flambée des cas depuis 2020, il faudra désormais un test négatif pour accéder au transport et à différents lieux publics. Moins d'une semaine après sa réélection, ça y est, Emmanuel Macron est déjà de retour aux affaires internationales et s'est entretenu à la mi-journée aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky. Depuis quelques jours déjà, la France, longtemps discrète sur son envoi d'aide militaire à l'Ukraine, dévoile petit à petit les armes qu'elle envoie. Anne-Sora Dubois est avec nous du service politique de BFM TV. Anne, le président ukrainien a souvent critiqué, reproché à la France de ne pas en faire assez. Visiblement, ça a évolué dans cette conversation aujourd'hui. Oui, ça a évolué effectivement dans les éléments que nous donne l'Élysée à la suite donc de cet appel téléphonique qui a duré un peu plus d'1 heure entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Et on nous dit que Volodymyr Zelensky lui-même a remercié la France pour son envoi d'armes d'envergure. Et l'Élysée précise également qu'Emmanuel Macron a promis de renforcer son soutien à l'Ukraine en termes d'aide militaire et en termes d'aide humanitaire. Un petit point sur l'aide humanitaire. 615 tonnes d'équipements à 7 heures. Jusque-là, matériel médical, groupe électrogène, aide alimentaire, aide pour hébergement, véhicules d'urgence. Comme à chaque fois, très peu de détails sur les armes qui sont effectivement envoyées en Ukraine, mais donc ces mots de Volodymyr Zelensky qui remercie la France pour son envoi d'armes d'envergure. Sur le terrain politique, c'était aussi la promesse d'un président réélu. Ils se sont eu très rapidement au téléphone, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, le lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, pour que le chef d'État ukrainien félicite le chef de l'État français. Mais donc il y avait la promesse d'un président réélu à adresser au président ukrainien. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a promis lors de son second mandat à Volodymyr Zelensky d'œuvrer activement, je cite, à rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il y avait 2 autres points qui ont été abordés entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. C'est le soutien aussi à la partie juridique qui est en train de se dérouler sur le territoire ukrainien. Vous savez que la France a envoyé des gendarmes et aussi des magistrats pour enquêter sur des possibles crimes de guerre, notamment à Boutcha. Ce soutien va se maintenir et même se renforcer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et puis la préparation dit d'un statut de neutralité si jamais à un moment l'Ukraine réussit à sortir de cette guerre. En tout cas, des mots d'inquiétude quand même dans la bouche du chef de l'État qui décrit une situation insupportable à Mariupol et qui dit que malgré ses appels répétés à Vladimir Poutine de respecter le droit international, eh bien les bombardements se poursuivent et ils se sont même poursuivis. C'était un motif d'inquiétude, vive inquiétude, dit l'Élysée, jeudi lorsque le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu à Kiev et qu'à ce moment-là, la ville a été bombardée par l'armée russe. Vous restez avec nous, Anne-Sora Dubois, et je salue Patrick Martin-Genier qui nous a rejoint sur le plateau de BFM TV. Bonjour à vous, vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. On parle de livrer à l'Ukraine désormais des armes d'envergure. Alors on ne dit pas armes offensives, mais vous allez nous dire si c'est la même chose ou pas. Est-ce que vous y voyez un changement de stratégie maintenant que ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron débute? Oui, je pense que la France a été assez prudente au début, bien que l'Europe a été extrêmement courageuse dès le début. Elle a fait une révolution politique en décidant d'exporter des armes, en sanctionnant la Russie. Mais jusqu'à présent, il y avait une grande prudence dans le vocabulaire diplomatique et militaire. On parlait uniquement d'armes défensives, rappelez-vous. Et puis après, on commence à dire qu'il faut de l'artillerie lourde. Et la différence entre les armes défensives et offensives, finalement, elle est ténue. Pourquoi? Parce qu'une arme, c'est fait pour se
défendre, c'est fait pour attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est fait pour tuer. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, les troupes russes ont subi de très très lourdes défaites. On parle entre 15 000 et 23 000 morts du côté de l'armée russe. Donc, effectivement, c'est une accélération, non pas du conflit contre les Russes, mais de la défense de l'Ukraine. On a vu effectivement que même dans le Donbass, à côté de Kharkiv, un village avait été reconquis par les Ukrainiens. C'est quelque chose que nous devons renforcer, l'Europe. Également, les États-Unis. Vous avez vu que les États-Unis ont déployé un programme considérable. On fait revivre un programme de type Seconde Guerre mondiale pour libérer l'Ukraine. 20 milliards de dollars d'armes. Voilà, 20 milliards. Et c'est un programme dit qui était en vigueur pour la Seconde Guerre mondiale. Donc on est vraiment sur un régime. Et d'ailleurs, Biden l'a dit, nous n'avons plus de crédit, nous allons voter des rallonges budgétaires. Et donc oui, c'est une nouvelle étape offensive, on va dire, pour la défense de l'Ukraine, en espérant que celle-ci puisse recouvrer son intégrité territoriale. Merci. Une nouvelle phase donc, dans laquelle entre la France qui renforce donc, son aide, les États-Unis, on l'a dit, qui ont annoncé un renforcement de 20 milliards de dollars d'armes. Jusqu'où l'aide internationale va-t-elle pouvoir aller? Écoutez les explications du général Jean-Paul Paloméros sur notre plateau. Pour les Occidentaux, même si aujourd'hui on est clairement dans la défense de l'Ukraine et il faut qu'on leur livre des armements, il y a peut-être un moment, ça va dépendre un petit peu de l'évolution du rapport de force, où la question se posera de savoir jusqu'où, et ça c'est à traiter avec M. Zelensky évidemment, jusqu'où il faut aller. C'est-à-dire, est-ce que si M. Zelensky, je prends une hypothèse d'école, veut reconquérir le Donbass, est-ce qu'on est toujours d'accord avec ça ou est-ce que les Russes peuvent considérer que ça leur appartient maintenant, enfin au moins une partie du Donbass ou la Crimée? Vous voyez, c'est à ce point-là que ça deviendra, me semble-t-il, dangereux. Aujourd'hui, on est dans la rhétorique. Je pense que ça ne doit pas nous arrêter, ça ne doit pas arrêter les pays occidentaux d'aider l'Ukraine aussi bien qu'ils peuvent le faire, et Dieu sait si c'est important pour qu'elle se défende. Mais il est clair qu'à un moment, peut se poser cette question. Jusqu'où peut-on aller? C'est la question que se pose le général Paloméros. Jusqu'où faut-il aller pour aider l'Ukraine? On était en train de dire que le cran entre armes défensives et offensives était déjà franchi. Le cran entre non belligérants et belligérants, il est assez ténu aussi. Oui, il est très ténu. Oui, j'ai envie de dire, nous sommes pratiquement co-belligérants dans cette affaire, même si effectivement, diplomatiquement, politiquement, eh bien, nous ne sommes pas, on n'envoie pas d'avions, il n'y a pas de zone d'exclusion aérienne, mais il n'en demeure pas moins que l'intensité des moyens matériels et financiers mis en œuvre fait que nous sommes véritablement aux côtés de l'Ukraine. Alors, de qui dépendra la qualification de co-belligérance? On a vu que les dernières déclarations de M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères, était extrêmement belliciste, finalement en train de dire, finalement vous êtes carrément entré dans la guerre. Il y a des menaces nucléaires. Il a même menacé d'aller frapper ailleurs. Quand il dit ailleurs, il a été très très irrité par les déclarations, rappelez-vous, de Liz Truss, qui est la ministre britannique des Affaires étrangères, qui a dit qu'il était tout à fait légitime que les armes envoyées par l'Europe puissent toucher le territoire russe. Donc ce sera finalement aux Russes de décider quand, en quelque sorte, l'Europe, les États-Unis seront co-belligérants. Mais vous avez raison. En réalité, la différence essentielle quand même, c'est que tant qu'un soldat de l'OTAN ne met pas les pieds en Ukraine, nous ne sommes pas officiellement co-belligérants. Pour l'instant, on se contente donc d'envoyer des armes sur place. On va, au 66e jour de guerre en Ukraine, faire le point sur l'avancée des Russes sur le territoire, alors que les troupes russes intensifient leur offensive à l'est, dans le Donbass. Nos envoyés spéciaux, Anne-Sophie Varmont, Stéphane Bojar et Denis Timoshenko, ont pu se rendre dans le tout dernier village, juste avant la ligne de front, à la rencontre des habitants qui sont restés malgré les bombes. Orikhiv est à seulement quelques kilomètres de la ligne de front. La zone est régulièrement bombardée par les troupes russes. C'est bombardé tous les jours. Hier, ça a bombardé tellement fort qu'il y avait beaucoup de fumée et qu'on ne faisait plus la différence entre le ciel et la terre. D'ailleurs, quelques mètres plus loin, nous voyons une usine qui fume encore. Elle vient d'être touchée par une frappe. Cet autre bâtiment était l'école du village, aujourd'hui inutilisable. Derrière le chemin de fer, il y a l'école qui a été détruite à cause d'un bombardement russe. Mais nous devons déjà repartir. Les militaires et pompiers qui nous accompagnent nous disent qu'il ne faut pas rester statique. Question de sécurité. À Orikhiv, les rues sont presque désertes. Il faut dire que près de la moitié de la population est partie. Essentiellement les femmes, les enfants. Il ne reste plus que les hommes et les personnes âgées parce que les conditions de vie ici sont extrêmement difficiles.
L'électricité est coupée et la station est arrêtée, donc il n'y a plus d'eau non plus. Pour manger, il y a juste l'aide humanitaire. Certains habitants nous disent rester par manque d'un autre endroit où aller, d'autres pour résister. Mais tous avouent ressentir la peur constante du prochain bombardement. Voilà, des bombardements incessants sur ces villes proches du front, Patrick Martin-Genier. Et pourtant, les Ukrainiens revendiquent des succès tactiques, on le disait tout à l'heure. Double discours d'un côté à Kiev, qui revendique d'empêcher finalement l'armée russe d'avancer. Et de l'autre côté, à Moscou, tout se déroule comme prévu. Il y a une guerre de communication. Oui, alors du côté de Kiev, effectivement, il y a une résistance extraordinaire. C'est pas la première fois qu'on le dit. On pensait qu'ils avaient pris tout le Donbass. En réalité, c'est vrai, ils ont progressé, les Russes, avec leur rouleau compresseur. Ils seraient entre 70-80% du Donbass. Mais on voit bien aujourd'hui que les Ukrainiens reprennent quelques villages, notamment à côté de Kharkiv. Et donc, c'est quelque chose de très, très important. Cette résistance continue, même sur Mariupol, finalement. On ne sait pas est-ce que ça a été pris par les Russes ou pas. Il y a eu un cri d'alarme lancé par donc les Ukrainiens. Alors, du côté russe, vous avez tout à fait raison. On approche du 9 mai. Et donc, c'est un peu l'affolement, même si officiellement, on dit tout va bien. Et Vladimir Poutine et Lavrov sont en train de dire nous avons gagné la guerre parce qu'il y a cette échéance du 9 mai, la victoire sur l'Allemagne nazie. Et pas plus tard qu'hier, M. Lavrov a encore dit qu'il fallait continuer à dénazifier l'Ukraine. Il fallait que l'Occident prenne en compte les réalités géostratégiques, c'est-à-dire, en réalité, ils veulent toujours le Donbass, ils veulent toujours officiellement qu'on reconnaisse l'occupation de la Crimée. Ils ne sont pas prêts à céder, mais le discours est destiné au peuple russe pour bien montrer effectivement qu'ils dominent la situation et qu'en réalité, ils ont gagné la guerre, alors que sur le terrain, ce n'est pas le cas. On va revenir sur ces images que le monde avait découvertes il y a à peu près un mois, l'horreur de Boutcha dans la région de Kiev après le retrait des troupes russes, une ville qui avait été complètement détruite, des cadavres qui jonchaient les sols par centaines. L'Ukraine et les pays occidentaux y accusent la Russie de massacres, de crimes de guerre. Jeudi, 10 soldats ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête. Le procureur de Boutcha affirme avoir des preuves irréfutables de leur culpabilité. Au cours de ces 14 jours, ils ont torturé les gens, les mains dans le dos, ils ont entravé leurs pieds, ils frappaient sur différentes parties du corps, les jambes, la poitrine, les bras. Ils faisaient des exécutions, des semblants d'exécution, donc à l'égard des gens qui n'étaient absolument pas des militaires, qui étaient juste des habitants de Boutcha, des habitants civils de cette ville. Nous avons établi toutes les circonstances, nous avons des preuves irréfutables de ces crimes des militaires de la Fédération de Russie. Le procureur de Boutcha qui était sur BFM TV aujourd'hui, Patrick Martin-Genier, il y a ces enquêtes. La France aide aussi les Ukrainiens à mener ces enquêtes. Ces mises en examen, c'est plus symbolique qu'autre chose. Oui, bien sûr. Enfin, plus symbolique, il faut y aller, il faut enquêter, il faut des moyens. On a vu que la Cour pénale internationale l'avait fait, la France va aider, plusieurs pays, le Royaume-Uni également, vont envoyer des enquêteurs pour amasser des preuves des crimes de guerre qui ont été faits, réalisés. C'est très important. Et pas plus tard que cette semaine, il faut le dire, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a demandé, a voté une résolution, une délibération pour la création d'une juridiction pénale internationale spéciale pour ces crimes de guerre. Et Volodymyr Zelensky s'en est félicité. Donc dans un premier temps, effectivement, ça prendra énormément de temps. Pourquoi ? Parce que le temps des enquêtes, il faut savoir une chose, que la Russie, de toute façon, ne reconnaît aucune juridiction pénale internationale, ni même la Cour pénale internationale. Mais il est important, on n'a vu qu'une dizaine de militaires russes avaient été identifiés comme des potentiels criminels de guerre, ce qui veut dire que ces personnes ne seront plus à l'abri à l'avenir de la justice internationale si effectivement une juridiction pénale spéciale se met en place. Patrick Martin-Genier, vous évoquiez tout à l'heure les menaces à répétition nucléaires de la Russie dans le cadre de cette guerre en Ukraine. On va voir qu'après plus de 2 mois de guerre, le président Zelensky se déclare désormais inquiet de la situation concernant précisément cette centrale nucléaire de Zaporijia. Le chef de l'État a déclaré que les Russes avaient non seulement pris possession de ce bâtiment, mais aussi qu'ils avaient tiré à basse altitude, à proximité. Les explications de notre envoyée spéciale Anne-Sophie Varmand à Zaporijia pour BFM TV.
Il y a des inquiétudes concernant la centrale nucléaire de Zaporijjia qui est passée sous contrôle russe depuis début mars. Les employés ukrainiens continuent d'y travailler, mais ils n'ont plus le droit de prendre leur téléphone portable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune information qui filtre au niveau de cette centrale. Et c'est bien ça le problème qui se pose pour les autorités ukrainiennes et aussi pour l'Agence internationale de l'énergie atomique qui, elle, dit qu'elle aurait besoin d'informations, mais aussi de pouvoir reprendre le contrôle de certains points, notamment pouvoir mener des analyses et des contrôles pour voir si tout va bien dans cette centrale. Pour rappel, cette centrale, elle avait été bombardée début mars et elle avait été source de beaucoup d'inquiétudes. Alors il y avait eu un incendie, il n'y avait pas eu de fuite, mais pour le moment, eh bien, tout est toujours suivi au niveau du niveau de radiation puisque les autorités, elles font un bulletin chaque jour. Patrick Martin-Genier, on sait que l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a plus accès à cette centrale depuis 2 mois maintenant. Les inspecteurs ne peuvent plus aller voir. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du comportement des soldats russes aux abords des centrales nucléaires? On a vu ce qui s'était passé à Tchernobyl. Oui, moi je crois que l'inquiétude est tout à fait légitime. À partir du moment où vous ne faites plus fonctionner correctement une centrale nucléaire, on a bien vu qu'à Tchernobyl également, eh bien, et c'est eux qui avaient imposé un certain nombre de règles, on empêche la communication téléphonique, on empêche les gens tout simplement de vivre normalement, d'assurer normalement leur mission. Il y a un vrai problème de gouvernance et donc il est tout à fait légitime de s'inquiéter sur d'éventuels incidents qui pourraient avoir lieu. L'Agence internationale de l'énergie atomique est allée sur place et il est tout à fait légitime qu'elle réclame en effet des précautions, des renseignements et donc on peut s'inquiéter sur un éventuel incident qui pourrait avoir des incidents, enfin des conséquences majeures, même si on n'en est pas encore là aujourd'hui. Mais à partir du moment où vous ne faites pas fonctionner un équipement normalement, il y a nécessairement des risques. Maintenant, il faut apprécier l'ampleur de ces risques. Merci Patrick Martin-Genier. On vous retrouve dans notre journal de 15h, évidemment, pour poursuivre sur la situation en Ukraine au 66e jour de cette guerre. On en vient à présent à ce chiffre, le chiffre de l'inflation qui vient d'être communiqué aujourd'hui par l'INSEE. Une hausse des prix de près de 5%, 4,8% en un an. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous constaté des augmentations dans votre quotidien? On est allé vous poser la question. On achète le minimum. On ne peut pas faire autrement. On est retraité, donc on ne roule pas sur l'or. Donc il faut faire un choix. Je regarde toutes les promotions toutes les semaines. Et après, c'est beaucoup du hard discount, Lidl, Aldi. Je congèle et j'essaye de faire un repas chaud par jour. Le restant, on essaye de s'arranger avec des petites bricoles. Il faut manger différemment. On s'éloigne un peu de la charcuterie et des viandes chères. Et on se rabat sur des choses faites soi-même. C'est surtout là qu'on économise. On va là où c'est moins cher, on essaye, où on va voir les prix, on va voir les moins chers. Bon, c'est pas évident, des fois il n'y a pas d'huile, il n'y a pas ça, alors il faut rejoindre le magasin. Mais c'est dur, c'est très dur. Et nous allons à présent en Chine, où l'épidémie de Covid liée au variant Omicron connaît sa plus forte flambée depuis 2020. À Shanghai, la population reste confinée. À Pékin, maintenant, les règles se durcissent. Des tests négatifs sont notamment obligatoires pour accéder à de nombreux lieux publics, au transport et au voyage en groupe. Bonjour Thomas Maliszewski. Bienvenue à vous, vous êtes en ligne avec nous depuis Shanghai, vous êtes français, vous êtes expatrié là-bas en Chine. On a vu ces derniers jours des vidéos sur les réseaux sociaux de contestation aux fenêtres des habitants de Shanghai qui sont confinés, parfois privés de nourriture. Quelle est la situation aujourd'hui autour de vous et particulièrement cette semaine qui est une semaine de vacances en plus en Chine? Bonjour, c'est un peu tendu parce qu'effectivement ça fait long. Moi ça fait 50 jours aujourd'hui que je suis confiné. Je n'ai pas eu de cas dans mon immeuble depuis 50 jours, donc techniquement je serais autorisé à sortir, mais c'est interdit par mon comité de quartier. On ne sait pas trop pourquoi. Là ils ont une lubie, c'est de mettre du spray, de la chaux, de la javel sur les routes. On ne sait pas pourquoi. On n'a aucune visibilité en fait, et c'est ça le plus frustrant en fait. Que vous recevez, est-ce que vous avez l'impression que les autorités mesurent cette évolution? Peut-être qu'il y a moins de cas et que les règles vont s'alléger. Est-ce qu'il y a des informations qui vous parviennent? Il n'y a rien en ce sens. Aujourd'hui, on a eu une information comme quoi il y avait très peu de cas, voire zéro, qui ont été détectés hier. Est-ce que ça va changer quelque chose? On n'en sait rien. On n'a aucune communication dans ce sens. Donc on est vraiment dans l'expectative. Vous avez le sentiment que cette politique est complètement démesurée, déséquilibrée par rapport à ce nombre de cas finalement très faible, si on regarde par rapport à ce que nous, on a pu connaître ici en Europe?
De mon point de vue, oui, mais après, ils ont aussi leur raison, en fait. C'est qu'ils ont très peur que le virus se transmette dans toute la Chine. Et s'il se transmet à la campagne, par exemple, ça c'est une catastrophe, parce que c'est la campagne qui nourrit la ville. Donc il y a des raisons aussi qu'on peut comprendre. Il y a aussi comment dire, la Chine ne se voit pas sacrifier des personnes. Elle a l'impression que l'Ouest, c'est ce que l'Ouest a fait, que les gens ont sacrifié les plus faibles au profit de la majorité. Et la Chine ne se voit pas faire ça. Alors, désormais, à Pékin, les règles se renforcent. Alors, on n'en est pas encore à la situation que vous connaissez à Shanghai, pas encore de confinement annoncé, mais des accès qui sont limités à la population. Est-ce que vous pensez que cette politique zéro Covid en Chine, elle porte ses fruits avec ce genre de mesures ? C'est une très vaste question parce qu'on n'a pas vraiment les conséquences. Ça a bien marché pendant plus d'un an. Pendant plus d'un an, on a vécu vraiment. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. Le masque, c'est vraiment très relax. Voilà, donc ça allait, ça a marché. Là, avec Omicron, est-ce que ça va être les mêmes résultats ? On ne sait pas justement. La politique est la même, mais le virus est différent. Donc c'est ça le gros challenge en fait. Merci à vous, merci pour votre témoignage en direct de Shanghai aujourd'hui et bon courage à vous. 50 jours de confinement à Shanghai. Attention, cette alerte du ministère de l'Intérieur diffusée cet après-midi, la Guadeloupe placée en vigilance rouge pour pluie, inondations, orages, des orages et un temps instable qui persiste avec de très forts cumuls par endroits sur des sols déjà saturés et des secteurs inondés. Voilà ce que précise le bulletin d'alerte des autorités. Il est conseillé de se mettre à l'abri et d'arrêter toute activité en plein air ou de s'abriter dans son véhicule. On se retrouve dans quelques minutes. Tout de suite, la météo. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Votre programme avec Visite Corsica. Tourisme d'affaires, l'autre tourisme de la Corse. C'est de plus en plus doux ces jours-ci sur la plage Beau Rivage du Lavandou. Bon, l'eau est un peu fraîche, c'est vrai, mais voyez, on a commencé à se baigner. Une eau à 15 degrés dans le même temps, une vingtaine de degrés tout de même pour se sécher avec une assez belle luminosité sur ce secteur. D'une manière générale, on va conserver un temps sec, un temps calme, plus ou moins bien ensoleillé, c'est vrai, pour ce 1er mai. Pourtant, l'anticyclone est assez puissant, mais il est parfois débordé par quelques passages nuageux, une goutte froide notamment qui va s'installer sur les îles britanniques en matinée. On va retrouver des passages nuageux un peu plus nombreux, un ciel voilé, notamment des bords de Manche vers le bassin parisien jusqu'au Limousin le matin. Dans le même temps, on aura pas mal de brouillard également au sud de la Garonne, mais là, ça va bien se dégager dans le courant de l'après-midi. On aura de plus en plus d'éclaircies, quelques plaques de grisaille vont persister près des côtes. Et cette fameuse goutte froide va se rapprocher en donnant quelques ondées sur la Bretagne en direction de la Normandie. Quelques nuages supplémentaires également pour l'Alsace, mais peu à peu, on va retrouver de plus en plus d'éclaircies dans l'après-midi. Un peu d'instabilité sur les Alpes frontalières, en montagne, en Corse ou alors sur les Pyrénées, où une ou deux averses ponctuelles pourront se déclencher. Les températures seront un peu plus contrastées. Alors le matin, on pourrait retrouver quelques faibles gelées vers le nord du pays, 3 degrés du côté de Reims, 8 à Paris, 15 à Perpignan. Dans l'après-midi, ce sera plus doux. Au sud, le ressenti sera parfois assez frais. Au nord, avec le vent de nord-est qui va persister, 15 degrés notamment du côté de Rouen. Vous aurez 18 à Paris ou à Bourges. Il fera 20 degrés à Bordeaux, à Lyon, jusqu'à 24 degrés à nouveau dans le Roussillon. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était votre programme avec Visite Corsica. Tourisme d'affaires, l'autre tourisme de la Corse. Restez avec nous dans un instant sur BFM TV. Nous reviendrons sur la situation en Ukraine et sur cette promesse d'Emmanuel Macron faite aujourd'hui par téléphone au président ukrainien Zelensky. La France va livrer à l'Ukraine plus d'armes, des armes d'envergure. Elle va également renforcer son aide humanitaire. Un changement de stratégie pour ce nouveau mandat d'Emmanuel Macron qui démarre. Et avec le soutien renforcé des États-Unis qui promettent également 20 milliards d'aides militaires supplémentaires, c'est le signe d'une entrée en action pour lutter définitivement et rapidement contre la Russie qui a envahi donc l'Ukraine il y a 66 jours. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite sur BFM TV. Vendredi, 19h,
Samedi, 18h. Jean-Baptiste Boursier et toute l'info de la journée dans BFM TV SD. Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de BFM TV SD. Tout savoir sur les événements du week-end et débattre pour se faire une opinion. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution à ça? Le dimanche, 18h-20h, 2 heures, 2 invités, 2 acteurs de l'actualité de la semaine. BFM TV SD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier sur BFM TV. Votre programme avec Iseki, les tondeuses puissantes. Iseki, les tondeuses pro pour tous. Bienvenue aux parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants, comme pour leur budget. Chez Picard, nous vous proposons toute l'année des produits de qualité au meilleur prix. Comme notre poêlé à la bretonne aux 4 légumes Origine France à 2,95 € le kilo. Picard, pour le bon et le meilleur. Quel est le moyen le plus simple de se reconnecter avec la nature? S'enfoncer au plus profond des bois? Vivre à l'état sauvage? Être face à face avec la nature? Non, ça fait beaucoup trop de nature. Réservez plutôt une maison de vacances sur hotel.com. Vous aurez même droit à des récompenses suite à votre séjour. Hotel.com, trop facile. Tout le monde en place, on va y aller? Ouais, c'est super ça, c'est beau. Ok, plus de sourires? Mais pourquoi? Bah ça va ça, pourquoi sourire? Peut-être parce que c'est stylé. Et vu la qualité, tu le porteras encore dans 10 ans. Et dans 20 ans, tu diras Que t'étais un pionnier du maillot recyclé. et que tu lègues une mode meilleure à tes enfants. Et peut-être aussi parce que cette chemise est faite à base de pulpe de bois. Je répète, pulpe de bois. Alors pourquoi sourire? Parce qu'on a enfin le choix de mieux s'habiller. Jules, Man in Progress. Bricoprivé.com, les plus grandes marques au meilleur prix. Bricoprivé.com, c'est brico, jardin, maison. Bricoprivé.com, c'est jusqu'à moins 80% en vente privée. Bricoprivé.com, bricoler sans vous priver. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Non, m'arracher les cheveux pour trouver comment mieux isoler ma maison. Non, merci. Je préfère encore servir de cobaye à ma fille. Besoin d'aide? Engie vous accompagne à chaque étape de votre projet de travaux d'isolation et vous informe sur les aides auxquelles vous avez droit. Rendez-vous sur monespaceprime.engie.fr. J'agis avec Engie. La voiture est prête. On prend la mienne. C'est pas mon genre. Ah, un décapotable. Alors, je suis électrisé. Nouvelle Fiat 500, des 109 € par mois sans condition de reprise. En électrique, économisez jusqu'à 1 000 € par an sur le coût d'utilisation. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui connais bien les entreprises, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 93% de clients satisfaits de leur conseiller pro. Entre professionnels, on se comprend. Je préfère la MAF. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 €, c'est que vous l'aimiez. Ah là, c'est pas gagné quand je vois vos têtes de frangipane. C'est le concours des artisans RMC. Mon petit Pierrot, fais-moi prendre du volume à cette coupe, le maillet, à la pogne, à la... Là, ça sert à rien. Un peu gonflé sur les côtés, là, comme moi. Là, une casquette en point de genou. Voilà. Et toi, si t'es un artisan, mais viens nous rejoindre au concours des meilleurs artisans de France, RMC. Venez. Si vous n'êtes pas des pompes à vélo. Vous êtes fleuriste, coiffeur, plombier chauffagiste, maçon, plâtrier plaquiste, peintre décorateur ou carreleur. Inscrivez-vous sur rmc.fr. SFR présente le séjour idéal chez Papy et Mamie. Ah bah c'est une bonne Wi-Fi pour que mes petits-enfants puissent jouer à leurs réseaux sociaux. C'est du Wi-Fi, Papy. Du Wi-Fi, Papy. Regardez, Chloé a fait un live avec un influenceur de fou. Bah, nous aussi, on peut en avoir des influenceurs, là. C'est Ronaldo? C'est Ronaldo. C'est qui? C'est un joueur de basket. Nouveau, avec la fibre de SFR et le Wi-Fi 6, toute la maison profite d'une connexion plus puissante que jamais. SFR, enjoy. Regardez, Stéphane a perdu 15 kilos avec Mimi Minceur
Et Anna, elle a perdu 10 kilos avec Mimi Minceur. Vous aimeriez retrouver votre ligne? Alors scannez le QR code sur votre écran ou rendez-vous sur mimiminceur.fr. Et oui, Mimi Minceur, c'est le programme de perte de poids personnalisable qui s'adapte à votre métabolisme. Vous choisissez vos repas parmi une cinquantaine de recettes. Vous êtes livré chez vous, vous dégustez et vous perdez du poids. En plus, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction. Rendez-vous sur mimiminceur.fr. Il est presque 15h sur BFM TV. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. À la une, l'Ukraine va recevoir plus d'armes françaises. Emmanuel Macron a promis lors d'un coup de fil au président ukrainien Volodymyr Zelensky de renforcer le soutien militaire français ainsi que l'aide humanitaire. On parle d'armes d'envergure. Les précisions d'Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV dans un instant. L'offensive russe dans le Donbass ne progresse pas aussi vite que prévu. Confrontée à la résistance ukrainienne, c'est ce qu'affirme le Pentagone. Faux, rétorque Moscou qui martèle que tout se passe comme convenu, que tous les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints. Décryptage avec Patrick Martin-Genier en plateau dans un instant dans ce journal. La guerre qui n'arrange rien à la hausse des prix, inflation record au mois d'avril, 4,8%. Ce niveau n'a pas été atteint depuis 1985. Flambée des prix de l'énergie mais aussi de l'alimentation. Le SMIC va augmenter demain d'une trentaine d'euros. Emmanuel Macron s'est donc entretenu à la mi-journée pendant environ 1 heure avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonjour Anne-Sora Dubois. Bonjour. Le chef de l'État lui a notamment fait cette promesse, lui envoyer des armes supplémentaires. Oui, c'est la promesse d'un chef d'État réélu au président Volodymyr Zelensky. C'est la deuxième fois qu'il s'entretenait depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Le premier coup de fil, c'était juste le lendemain du second tour de l'élection présidentielle. Et effectivement, cette promesse donc du chef d'État français réélu au chef de l'État ukrainien, avec effectivement non seulement le maintien de cette stratégie d'aide à l'Ukraine, mais même son renforcement, puisqu'Emmanuel Macron a promis lors de son second mandat, et je cite l'Élysée qui nous relaye donc les éléments de cette conversation, devrait activement rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et puis de renforcer le soutien militaire qui est apporté à l'Ukraine, mais aussi l'aide humanitaire qui est envoyée sur le territoire ukrainien. Comme à chaque fois, très peu de détails sur la nature de l'armement, des armements envoyés en Ukraine, mais cette phrase tout de même qui nous est relayée, Volodymyr Zelensky a remercié la France pour son envoi d'armes d'envergure. C'est la première fois que ce terme est évoqué dans les débriefs des échanges entre les deux hommes. Donc ça suppose effectivement un contingent de matériel d'armes assez conséquent. En ce qui concerne l'aide humanitaire, un petit bilan a été fait entre les deux chefs d'État. Jusque-là, la France a envoyé en Ukraine et va donc renforcer cette aide humanitaire de 615 tonnes d'équipements, matériel médical, groupe électrogène, aide alimentaire, aide pour hébergement, véhicules d'urgence, et puis un appui aussi logistique en ce qui concerne les envois de gendarmes et de magistrats qui continuent d'enquêter sur les possibles crimes de guerre, notamment à Boutcha. Et là aussi, la promesse a été faite par Emmanuel Macron que non seulement cet appui logistique serait maintenu, mais également renforcé. Alors une aide militaire, humanitaire, logistique, la France qui renforce donc son aide et qui promet donc des armes d'envergure, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Alors de quoi s'agit-il précisément? Les explications du général Jean-Paul Paloméros. Ce sont des armes qui ont une portée, si vous voulez, sur le terrain. Et on pense en particulier au canon César. Hein. Ça a été publié. On sait qu'on va fournir ces armements-là à l'Ukraine. On a entraîné des personnels ukrainiens. C'est des armements qui permettent de frapper à distance, à grande distance. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui aux Ukrainiens, si vous voulez. Sachant que les Russes ont pour eux cette artillerie de longue distance. Ils ont leur armée de l'air qui peut frapper aussi avec des missiles de croisière. Donc il faut donner aux Ukrainiens tout simplement les armes qu'ils méritent, les armes dont ils ont besoin, et ces armements en font partie. Mais il y a aussi tous les armements anti-chars, les armements anti-aériens. Il faut continuer à alimenter les Ukrainiens pour qu'ils puissent résister à cette pression, en particulier dans le Donbass. Et Patrick Martin-Genier, toujours avec nous sur le plateau de BFM TV, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et européennes. Merci d'être avec nous. On parle d'armes d'envergure. Ce sont des armes
offensive. On peut dire que la France monte d'un cran comme les États-Unis l'ont fait il y a quelques jours? Oui, je crois qu'on peut dire ça, parce qu'avant nous étions très prudents, on parlait d'armes purement défensives. Ça veut dire quoi, des armes purement défensives? On est là pour se défendre et non pas pour attaquer. Ce sont des armes offensives et on a vu que ça doit être un armement, comme l'a dit le général Paloméros, quelque chose d'extrêmement puissant, efficace, de nature à détruire les positions ennemies, détruire éventuellement les avions. On a vu que à l'occasion de la visite du secrétaire général des Nations Unies, les Russes avaient tiré 2 missiles de croisière de longue portée extrêmement précis. Eh bien, ça veut dire que la France et les autres pays doivent être en mesure de détruire ces missiles. On a vu qu'un de ces missiles sur Kiev avait été d'ailleurs détruit. Donc, ce sont des missiles anti-aériens, des batteries anti-aériennes, anti-chars. Il faut des missiles extrêmement puissants, du matériel très fort, de nature à détruire des chars, des avions et des missiles en plein vol. Donc, c'est ça, effectivement, dont a besoin Volodymyr Zelensky, notamment pour essayer de reconquérir du terrain. On a vu que ça n'avançait pas comme les Russes le souhaitaient dans le Donbass. Le président de la République a réitéré sa très très grande inquiétude d'une situation insupportable à Mariupol. Donc tout cet armement, toute cette aide logistique et humanitaire est destinée effectivement à aider les Ukrainiens de façon encore plus offensive. On a une question également sur cette reprise de la mission diplomatique d'Emmanuel Macron depuis qu'il est réélu. Depuis sa réélection, le président français n'a parlé qu'à Volodymyr Zelensky. Auparavant, il échangeait aussi avec le président russe. Est-ce qu'il y a un changement d'approche diplomatique à y voir ? Disons qu'il est tout à fait normal que la France, qui est une grande puissance, notamment en Europe, il est encore président du Conseil de l'Union européenne en exercice jusqu'au mois de juin. Il est normal qu'il porte la parole de la France et de l'Europe. Mais vous avez raison, et je crois que le président de la République est extrêmement déçu de la très faible capacité d'écoute de Vladimir Poutine. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est quelqu'un qui n'a strictement rien à faire, en réalité, d'une négociation. Pour lui, une négociation, ça signifie capitulation de l'Ukraine. Et donc, que veut-il? Il veut que le Donbass lui revienne. Et il veut qu'on acte de l'indépendance de la Crimée. Vous savez qu'à Kherson, par exemple, à compter de demain, 1er mai, eh bien, cette ville qui a été reprise par les Russes, c'est le rouble qui doit être remis en circulation. Donc il veut russifier ces territoires. Et Emmanuel Macron a très bien compris qu'il n'y avait rien à attendre de la part de Vladimir Poutine, d'autant plus qu'il a humilié le secrétaire général des Nations Unies. Lorsqu'il l'a reçu, le lendemain, il a envoyé 2 missiles sur Kiev alors qu'il venait de rencontrer le président ukrainien. En tout cas, sur le front, et est-ce grâce au soutien militaire occidental, l'Ukraine revendique un certain nombre de succès tactiques. 14 attaques ennemies ont été repoussées ces dernières heures dans le Donbass. Voilà ce qu'affirme le gouvernement ukrainien, alors que l'Est est toujours pilonné par l'artillerie russe. La résistance semble ralentir la progression de l'armée de Vladimir Poutine. Camilla Giudice. Ils vivent privés de communication, d'eau et d'électricité. Les habitants de Kharkiv qui n'ont pas fui la ville subissent le feu incessant des soldats russes. Hier soir, ils nous ont bombardés très fort. On a tous couru se réfugier dans le bâtiment. Les bombardements éventrent maisons et immeubles d'habitation. D'après les combattants ukrainiens, ce sont surtout des quartiers résidentiels qui sont visés. Les Russes tirent des missiles et de l'artillerie. Parfois, ce sont les tanks qui tirent. Ils utilisent toutes les munitions contre des zones d'habitation. Ils se fichent de savoir ce qu'ils visent. Et c'est impossible d'anticiper où ils vont tirer. Mais dans la région de Kharkiv, comme partout dans l'est de l'Ukraine, les soldats russes peinent à gagner du terrain, avançant lentement et de façon inégale selon le Pentagone. Ce que confirme le président ukrainien. La situation dans la région de Kharkiv est difficile. Mais nos troupes et nos services de renseignement remportent des succès tactiques importants. Face à des Russes qui patinent, les soldats ukrainiens creusent des tranchées, s'installent et attendent l'envahisseur, comme ici à Liman. En ville, des bus évacuent les habitants qui souhaitent partir. Les civils redoutent une percée des colonnes russes jusque dans leurs rues. Nous espérions que nous ne serions pas bombardés, que tout serait résolu de manière pacifique. Mais les choses sont comme elles sont. Des bombes ont commencé à tomber près de chez nous. Nous étions au sous-sol et nous ne pouvions pas continuer ainsi. Nous vivions pratiquement dans le sous-sol. L'armée du Kremlin s'efforce via la propagande de montrer qu'elle occupe le terrain, comme sur ces images. Impossible de savoir où elles ont été tournées ou ce qui est ciblé. La Russie qui avance également avoir réalisé des faits d'armes impressionnants ces derniers jours. Nos unités d'artillerie ont réussi 975 tirs cette nuit. En résultat de ces frappes, plus de 280 nationalistes et 38 véhicules blindés et automobiles ont été détruits.
Plus au sud de la ligne de front, les Russes occupent dorénavant Mariupol. Ils contrôlent son port, qui donne accès à la mer d'Azov. Mais l'usine Azovstal, bastion de la résistance ukrainienne, tient toujours. Une centaine de civils et des militaires sont retranchés dans les souterrains de ce gigantesque complexe métallurgique que les Russes ciblent sans arrêt. Pourquoi sommes-nous seuls contre les avions et les navires et contre l'artillerie qui n'arrête pas de tirer depuis 64 ans? Ce n'est pas une erreur, car à Mariupol, un jour compte pour une année. Une résistance mise en scène par les combattants au sein de l'usine, qui sur ces images chantent l'hymne national ukrainien. Catherine Martin-Genier, comment expliquer cette difficile progression de la Russie sur le terrain ukrainien? On l'a vu, il y a cette résistance ukrainienne, notamment avec ces soldats dans l'usine d'Azovstal. 1000 chars russes auraient été détruits, selon le ministère ukrainien de la Défense. Est-ce que, notamment, l'armement international fait la différence aujourd'hui, et c'est ça qui permet, en plus de la résistance ukrainienne sur le terrain, de faire face à ces Russes? Bien sûr, manifestement, je crois que c'est très important. Alors, évidemment, on reste extrêmement discret sur les modalités d'arrivée de cet armement, parce que vous avez vu que les Russes ont dit que tout type d'approvisionnement militaire pouvait être une cible légitime. Donc, il est normal que cet armement arrive, je dirais, discrètement. Mais sans cet armement, il y a, vous l'avez dit, la résistance acharnée, mais l'armement est indispensable aujourd'hui. C'est ce que demandait le ministre des Affaires étrangères ukrainien en disant « nous voulons des armements, des armes et des armes ». Il n'y a pas de place pour la diplomatie aujourd'hui. Il faut se battre et c'est ce qu'il demande. Pour répondre à votre question, en effet, cet armement est très important et c'est pourquoi, d'ailleurs, il rencontre les Russes beaucoup de difficultés. Selon les services secrets britanniques, ils sont en train de redéployer et de regrouper certaines unités car ils rencontrent d'énormes difficultés. Ils n'arrivent pas à avancer. Des villages ont été repris par les Ukrainiens grâce à l'armement fourni par l'OTAN et l'Occident. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a un vrai également problème de coordination technique des troupes russes. Ils n'y arrivent pas, manifestement. Ils sont en situation de faiblesse et que de surcroît, il y a un vrai problème de morale. Les soldats ne semblent pas avoir le moral car ils n'y arrivent pas et il y a énormément de morts du côté russe. Ils n'y arrivent pas, dites-vous, et pourtant la date du 9 mai approche. On sait qu'à cette date, jour du défilé militaire à Moscou, Vladimir Poutine a besoin d'afficher une victoire. Quelle victoire pourra-t-il afficher dans 10 jours maintenant? Oui, alors il peut toujours crier victoire. Oui, en effet, le 9 mai, la victoire sur l'Allemagne nazie. Vous remarquerez qu'il continue à dire qu'il faudrait toujours continuer contre l'Ukraine, dénazifier l'Ukraine. Il veut afficher une victoire, défiler pour dire nous avons gagné, nous avons atteint nos objectifs qui étaient de reconquérir le Donbass, de libérer le peuple ukrainien du joug, on va dire ukrainien. Il appelle d'ailleurs l'Ukraine, comme l'ensemble des autres pays occidentaux, des satellites des États-Unis d'Amérique. Donc aujourd'hui, il veut montrer qu'il a gagné le Donbass, qu'il a gagné la partie, et donc il a gagné la guerre. Mais en réalité, il ne convainc personne. Ce qu'il dit aujourd'hui, ce sera uniquement destiné au peuple russe. Le jour de la victoire, entre guillemets, le 9 mai, il doit pouvoir organiser une grande manifestation patriotique. Mais certains sont très inquiets, car ce 9 mai pourrait être aussi le départ d'une nouvelle offensive russe. Alors Vladimir Poutine, vous le disiez, qui voudrait annoncer une victoire, oui, mais à quel prix? Écoutez les mots à présent des autorités américaines. C'est le porte-parole du Pentagone, le ministère de la Défense américain, qui accuse Vladimir Poutine de dépravation, de cruauté. Il parle évidemment des exactions, des crimes de guerre dont les troupes russes sont accusées. Et vous allez le voir, il a été très ému lors de cette annonce, une image très inhabituelle de ce visage des autorités américaines, plutôt connu pour sa maîtrise face aux caméras. C'est difficile de regarder les... Désolé. C'est difficile de regarder certaines des images et d'imaginer qu'un leader qui aurait toute sa tête, mature et sérieux, pourrait faire ça. Et après les horreurs commises à Boutcha et les macabres découvertes qui avaient suivi le retrait russe près de Kiev, on s'en souvient, la chasse aux bourreaux a commencé et les enquêteurs ukrainiens avancent. 10 soldats russes ont été mis en examen, ce sont les premiers, et 8000 cas d'exaction ont été recensés depuis le début de la guerre. Les survivants continuent de raconter ce qu'ils ont vécu. Emmanuel Binet. Au milieu des ruines, des rations militaires, un manuel de combat et au sol, ce qui semble être du sang. Partout, des traces de l'occupation russe car la maison de Vitali a été réquisitionnée pour détenir des prisonniers.
Ils étaient encapuchonnés avec des sacs sur la tête, des sacs de sucre blanc. Leurs bras étaient attachés et ils devaient se tenir sur leurs genoux. Il y avait aussi 3 soldats russes qui portaient des fusils automatiques. Au moins 7 personnes sont interrogées et torturées. Dans leur pavillon de 2 étages, Vitali et sa fille de 20 ans ont eux aussi été retenus captifs, enfermés dans la cave. Même quand nous ne tremblions pas à cause du froid, je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. J'étais allongé et j'entendais tout ce que les Russes faisaient aux prisonniers. Témoigner pour raconter l'horreur qui s'est déroulée à Boutcha. Après le retrait des soldats russes, les troupes ukrainiennes découvrent des dizaines de corps. Certains ont les mains liées dans le dos. Cet homme, lui, a été fauché sur son vélo. Depuis son grenier, Victor a assisté aux exécutions et a photographié les corps pour récolter des preuves. Ce sera utile. Les enfants, les petits-enfants pourront voir ce qui s'est passé ici avec ces saletés de Russes. Ils ont déjà vu. Je pense qu'ils s'en souviendront pendant des centaines d'années. C'est une horreur. Un cauchemar, tout simplement un cauchemar. Jeudi dernier, le procureur général d'Ukraine a annoncé la mise en examen de 10 soldats russes pour des crimes présumés à Boutcha. Patrick Martin-Genier, il y a la situation à Boutcha. On sait qu'il y a beaucoup d'autres villes qui sont concernées par ces découvertes de charniers, de corps mutilés et d'autres enquêtes qui vont avoir lieu. À Boutcha, qui participe à cette enquête et qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce que ça va livrer? Eh bien, vous savez, lorsqu'on met en examen, notamment à l'initiative de la justice ukrainienne, c'est essentiellement dans un premier temps pour recueillir des preuves, des témoignages de toutes ces exactions, de tous ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, car un crime contre l'humanité est imprescriptible. Donc ça veut dire que, quel que soit le nombre d'années qui va passer, toutes les personnes qui se sont rendues coupables d'exactions, et si c'est prouvé, pourront être convoquées devant la justice et être punies. Donc effectivement, il y a le parquet ukrainien, il y a la justice européenne, internationale, tout le monde est d'accord pour envoyer des enquêteurs, des spécialistes de la guerre sur le terrain pour récupérer des preuves, et donc dans un premier temps, il faut recoller toutes ces preuves de façon à pouvoir les envoyer devant une juridiction pénale internationale. Si celles-ci se mettent en place. Encore une fois, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, cette semaine, a décidé, a voté une délibération pour la création d'une juridiction spéciale internationale. L'Ukraine est tout à fait d'accord. Donc, il faut faire tout cela avec également la Cour pénale internationale, prendre toutes les preuves, les récolter, notamment les photos, et voir ce qui se fait, de façon à porter devant la justice les gens qui se seront rendus coupables de crimes contre l'humanité, et non pas uniquement les exécutants, mais également les donneurs d'ordre. Et depuis le début de la guerre, 70 000 réfugiés ont été accueillis en France. À Marseille, plusieurs centaines ont été installés, vous allez le voir, à bord d'un ferry, le Corsica Linea, qui habituellement fait la liaison avec la Corse et qui a été transformé en centre d'accueil en attendant de trouver un logement plus pérenne à ces 750 Ukrainiens. Reportage à bord, Pierre-Henri Holderbaum avec Alexis Pluyette. Prendre le soleil et regarder la mer. Loin des bombardements de Kharkiv, Julia tente de retrouver de la sérénité sur le bateau. Oui, ici on a vraiment tout ce qu'il nous faut. On se sent vraiment en sécurité. À bord, 750 Ukrainiens, comme à la maison, comme dans un village. Sur le pont, un salon de coiffure a été improvisé. La boutique du bateau ne vend plus de journaux ou de souvenirs. Elle met à disposition des vêtements pour les enfants grâce aux dons récoltés par les bénévoles. Le bar a été transformé en espace pour enfants. Une crèche y a même été installée. Ça aide beaucoup, ça facilite la vie des mamans. Ici, je peux jouer avec mon enfant. Odetta est une célèbre chanteuse à l'Opéra d'Odessa. Elle donnera un concert à Marseille ce week-end. Côté cabine, Olga et Paulina ont dû apprendre à vivre dans cet espace. Alors la journée, elles en profitent pour visiter Marseille. C'est une très belle ville, on est surprise. On se promène la journée, on apprend aussi le français, on prend des cours. Pour assurer la bonne marche de ce village sur l'eau, les 80 membres d'équipage font le maximum. Le chef s'est mis à la cuisine ukrainienne et le restaurant ici ne ferme jamais. On l'ouvre à H24 pour qu'il y ait toujours un lieu de vie, qu'ils se sentent toujours à l'écoute, qu'il y ait toujours quelqu'un pour les recevoir, qu'ils ne se sentent jamais seuls, ils ne sont jamais seuls sur le bateau. Et au moins ici, c'est le centre, vraiment le centre du village. Le bateau reprendra la mer le 12 juin, direction l'Algérie. La préfecture des Bouches-du-Rhône devra trouver une solution pour reloger les 750 Ukrainiens.
Venons-en à cet autre grand titre de l'actualité. C'est un sujet sans doute qui va alimenter les manifestations qui auront lieu demain pour le 1er mai. La hausse des prix. L'inflation, elle atteint des sommets, vous le voyez, 4,8% supplémentaires en ce mois d'avril par rapport à l'année dernière. C'est du jamais vu depuis 37 ans. Les explications d'Emmanuel Binet. Chez Monique et Patricia, les courses se font en famille avec une seule règle, ne pas dépasser le budget. Alors pour dépenser le moins possible, chacune a sa technique. Je vérifie sur place le prix du kilo, le prix du litre avant d'acheter quoi que ce soit. Et quand il y a des promos par lot, je vérifie parce que souvent de fois à la pièce c'est moins cher. Avec 2 enfants à charge, Patricia, elle, a dû changer ses habitudes et délaisser certains produits. On achète des marques moins chères, souvent les marques du magasin ou voire même les sous-marques, pour arriver à sortir en caisse avec pas un montant de folie, quoi. Depuis le début de l'année, l'inflation a bondi de 4,8% selon l'INSEE. Matières premières, alimentation ou encore hygiène, la liste des produits concernés est longue. C'est terrible sur l'huile, sur le beurre, sur la farine. La viande, voilà, les fruits surtout, les légumes. Franchement, c'est abusé, quoi. Pour alléger le ticket de caisse, certains consommateurs traquent les promotions, cumulent les points de fidélité et délaissent les supermarchés classiques au profit des enseignes à bas prix. Je regarde toutes les promotions toutes les semaines et après c'est beaucoup du hard discount, Lidl, Aldi, surtout ça. Et vraiment après ce qui manque, je vais Intermarché, Leclerc, dans les plus grands, quoi. Mais sinon c'est surtout du hard discount. Les produits alimentaires ne sont pas les seuls concernés par cette augmentation. Après une légère accalmie, les prix des carburants repartent à la hausse depuis 2 semaines. Et l'économiste Pascal Delima a été notre invité tout à l'heure pour décrypter cette hausse des prix. Écoutez ses explications, il confirme que la situation risque bien de durer. D'abord, il y a une guerre en Ukraine et la continuité des tensions sur les prix de l'énergie. À la limite, même si la guerre s'arrêtait, il y aurait de toute façon encore des tensions parce que beaucoup de pays occidentaux sont toujours dépendants de la Russie sur l'énergie. Donc, et puis il y a la reconfiguration des blocs de l'Est et de l'Ouest qui va se faire. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Donc au moins sur la partie énergie et d'ailleurs même produits alimentaires, on risque de se retrouver encore avec des périodes d'inflation. Ça, c'est pour les raisons internationales. On a aussi, nous, en France, des problèmes qui sont franco-français qui viennent encore alimenter les choses, qui sont l'inflation importée liée au déficit extérieur extrêmement important, les difficultés de recrutement et la spirale de hausse des salaires qui joue aussi. Bref, tout cela fait que ça risque de durer encore un petit peu. Le SMIC va augmenter demain, augmentation mécanique justement liée à l'inflation, plus 2,65%. C'est 33 € net de plus par mois pour 2 millions de salariés. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour compenser cette hausse des prix? Et surtout, qu'en est-il des autres salariés, ceux qui gagnent un peu plus que le SMIC? Écoutez, de toute façon, ce sont toujours des mesures de court terme qui sont très utiles. On l'a vu pour le chèque inflation, les chèques énergie, les blocages des prix, les encadrements également de prix sont des situations qui permettent d'alléger à court terme. Mais ma conviction personnelle, si on me le demande, c'est que de toute façon, tant qu'on n'engage pas à très long terme la politique publique sur la transition écologique et énergétique qui est bénéfique pour les entreprises et pour les salariés, pour se reprojeter, augmenter les salaires et aller vers une économie plus viable, environnementale, etc. Tant qu'on ne fait pas ça, les prix vont continuer, si vous voulez, à augmenter. On va toujours avoir des politiques un petit peu de pansement et pas un engagement dans la durée vers des prix beaucoup plus bas et vers une économie beaucoup plus saine. C'est une conviction personnelle. Donc oui, c'est positif à court terme, mais on n'aura pas résolu le problème structurel, si vous voulez. 15h21, restez avec nous dans notre journal à 15h30. Nous reviendrons sur cette conversation téléphonique à la mi-journée aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, le président français qui a promis plus d'aide à l'Ukraine, notamment l'apport d'armes d'envergure supplémentaire. De quoi s'agit-il? On vous donne tous les détails dans quelques minutes. À tout de suite.